Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons à explorer toutes les possibilités du langage C, du langage C++. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux. Les langages C et C++ ont l'avantage justement de nous montrer exactement comment sont utilisées ces structures un petit peu plus complexes comme que sont les tableaux et vont nous permettre de comprendre exactement comment ces éléments sont gérés en mémoire. Mais d'abord, en fait, c'est quoi un tableau? Eh bien, un tableau, c'est tout simplement une structure de données qui va nous permettre de regrouper plusieurs valeurs sous le nom d'une même variable. Donc ça va être très pratique finalement pour pouvoir, en fait, en une seule variable, récupérer un lot de données. Donc nous allons voir comment nous allons pouvoir mettre ça en place, nous allons voir aussi les limitations qu'il peut y avoir sur les tableaux, et nous allons essayer de comprendre en fait comment est déclaré un tableau en zone mémoire. À partir du moment où nous aurons compris ce qui se passe physiquement derrière la déclaration du tableau, eh bien nous prendrons de meilleures décisions quant à l'utilisation de nos tableaux. Nous verrons ensuite comment, une fois que les données sont insérées en mémoire, comment je peux les récupérer. Comment je peux récupérer les différentes valeurs. Puisque je vous le rappelle, un tableau va contenir plusieurs valeurs. Donc comment je peux accéder à chacune des valeurs? C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie. Enfin, nous allons voir aussi les tableaux à 2 dimensions, et même à plusieurs dimensions, 3 dimensions, 4 dimensions. Mais une fois que vous aurez compris comment marche un tableau à 2 dimensions, en fait, vous aurez compris comment marchent tous les autres tableaux. Un tableau à 2 dimensions, c'est tout simplement un tableau dont tous les éléments sont eux-mêmes des tableaux. Voilà. Donc dit comme ça a l'air d'être assez simple. La mise en œuvre peut être un petit peu plus complexe, et on va voir que d'accéder aux données dans un tableau à 2 dimensions peut être un petit peu plus complexe, mais on va y aller pas à pas, et vous allez voir que ces étapes vont vous aider à maîtriser ce genre de structure de données. Alors ça, c'est encore une structure de données beaucoup plus intéressante, puisqu'elle va pouvoir contenir beaucoup plus de données, et puis vous allez pouvoir véhiculer avec une variable énormément de données supplémentaires. Enfin, nous allons voir encore un exemple sur les chaînes de caractères, puisque en langage C, je vous le rappelle par rapport au C++, en C, je n'ai pas le droit d'utiliser le concept objet. Je n'ai donc pas le droit d'utiliser l'objet string, je n'ai pas le droit d'utiliser l'objet vecteur, qui pourrait en fait m'aider à utiliser les tableaux. Et donc on va essayer de se baser plutôt sur une écriture de langage C, comment je pourrais faire en fait en C pour représenter une base de données, une chaîne de caractères, pardon. Et bien en fait on va se rendre compte qu'une chaîne de caractères c'est quoi? C'est tout simplement une suite de caractères juxtaposés les uns derrière les autres. Et on peut de nouveau effectivement utiliser la structure tableau, puisqu'un tableau regroupe plusieurs éléments, et bien une chaîne de caractères est simplement un tableau qui va regrouper plusieurs éléments de type caractère. Et donc on va essayer de voir que les propriétés des tableaux que l'on avait vus jusqu'à présent s'appliquent également aux chaînes de caractères. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre cette notion de tableau, et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en a besoin pour développer des algorithmes plus complexes qui travaillent avec plus de données. Alors la première chose qu'il faut comprendre, on va s'imaginer simplement qu'on a un petit exemple. Alors tous les jours, je fais un relevé de température, et je veux essayer de calculer la température moyenne sur l'année, ou par mois par exemple. Eh bien, on pourrait se dire, dans un an, il y a 365 jours, ça voudrait donc dire qu'il faut que je déclare une variable qui va retenir l'information de la température 1, une variable qui va retenir l'information de la température 2, une qui va retenir l'information de la température du jour 3, et ainsi de suite, jusqu'à avoir la température du jour 365. Donc déclarer 365 variables. Alors déjà, on va se rendre compte que ça va prendre un temps énorme, et je vais me retrouver en fait avec 365 variables qui vont contenir des données. Donc ça veut dire que ces 365 variables, il faut que je les déclare, puis il faut que je mette une valeur dedans, et si jamais je veux faire des calculs avec ces variables, comme par exemple calculer une moyenne, eh bien la moyenne, ça serait quoi? La moyenne, ça serait tout simplement la somme des températures, donc T1 plus T2 plus T3 plus toutes les autres températures plus T365, que je diviserai par 365, le nombre de jours pour avoir la moyenne. Donc là aussi, vous vous rendez bien compte que le calcul de la moyenne va de nouveau faire intervenir les 365 variables, et il faudrait en fait simplement que je fasse une opération très complexe, enfin qui me prendrait énormément de temps à écrire. Alors on va se dire que l'ordinateur, sa puissance, sa force en fait, c'est sa puissance de calcul et sa vitesse de calcul. Donc si lui va calculer en une demi-seconde quelque chose que l'on va mettre 2 heures à écrire, c'est peut-être pas vraiment un bon ratio.
Et donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de se dire, ces données, en fait, elles ont un sens à être ensemble. Toutes ces données, toutes ces variables-là, ce sont en fait des températures, donc elles ont normalement le même type. Alors moi je les ai mis entières, mais on pourrait très bien imaginer que on veut être un petit peu plus précis sur la température et on pourrait les déclarer en float, en réel. Mais en tout cas, toutes les températures, à partir du moment où on a choisi un type, toutes les températures auront le même type. Ok. Et donc à partir du moment où elles ont le même type et qu'elles ont une raison d'être conservées ensemble, on pourrait se dire, j'aimerais bien déclarer une variable qui va en fait contenir toutes les températures de l'année. Eh bien en fait, c'est exactement à ce genre de problématique que va s'attaquer la structure tableau. Nous allons maintenant la décrire et voir un peu comment elle va solutionner ce genre de problème. Alors un tableau, comme je viens de le dire, c'est simplement un ensemble de valeurs de même type regroupées sous le même identifiant, la même variable si vous voulez. Donc dans une seule variable, en fait, on va plus se retrouver avec simplement une valeur simple, comme par exemple une température de 25, mais on va se retrouver en fait avec une liste de valeurs. C'est comme si vous pouvez vous imaginer que vous avez un tableau Excel, d'ailleurs c'est pas anodin que Excel appelle ça un tableau, et en fait vous imaginez en fait que dans une colonne vous pouvez mettre plusieurs valeurs, et donc on va simplement stocker toutes les valeurs que l'on a mis dans la même colonne, au même endroit, sous le même nom de variable. Alors comment ça va se passer en termes de mémoire? Eh bien tout simplement, je vous avais dit que la mémoire, vous pouvez l'imaginer comme en fait un grand meuble sur lequel il y a énormément d'étagères. Ouais, je peux faire ça un petit peu plus gros peut-être. Ouais, on va le laisser comme ça. Ok. Donc j'ai ma grande étagère, et je vais simplement dire que quand je déclare une variable a, par exemple de type entier, int a égale 5, par exemple, si j'ai cette instruction, eh bien, simplement, je vais parcourir la mémoire pour chercher une étagère vide où je pourrais stocker ma valeur, 5. Si j'en trouve une de vide, ici par exemple, je vais stocker la valeur 5 et je vais dire simplement que cela correspond à la variable a. Cette fois-ci, maintenant, avec les tableaux, eh bien, je vais vouloir stocker plusieurs valeurs ensemble. Je vais donc vouloir dire, par exemple, que j'ai un tableau, alors je ne le formalise pas encore en C++, j'ai un tableau qui va contenir les valeurs, par exemple, 2, 9, 8, 7, 11 et 12. Ok. En termes de mémoire, que va-t-il se passer? Je m'aperçois maintenant que j'ai un tableau de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments. 6 éléments entiers, ça veut dire en fait que je vais devoir récupérer dans la mémoire 6 étagères contiguës. Alors, le tableau est toujours stocké de manière contiguë, c'est-à-dire que j'ai besoin d'étagères qui se suivent. Donc cette fois-ci, la contrainte, c'est plus de trouver simplement une étagère isolée, mais ça va être de trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères. À partir du moment où j'ai ces 6 étagères, eh bien je vais pouvoir mettre les valeurs de manière contiguë. 2, 9, 8, 7, 11, 12. 2, 9, 8, 7, 11, 12. Et je vais simplement dire que mon tableau, en fait, démarre à cet endroit dans la mémoire. Donc c'est très important, en fait, de bien comprendre que les emplacements mémoire, en fait, sont contigus. Et si je veux passer, en fait, d'un élément de mon tableau à un autre, en fait, j'ai juste à passer à l'élément suivant, physiquement, dans la mémoire. Alors c'est important de comprendre ça parce que ça va poser pas mal de problèmes d'optimisation si jamais je veux ajouter un élément à mon tableau et que la zone mémoire qui suit, elle n'est pas disponible, eh bien je vais devoir retrouver dans la mémoire un autre emplacement de cet élément, quelque part, et recopier un à un toutes les valeurs de mon tableau. Donc ça peut poser des problèmes d'optimisation également. Donc voilà, un tableau va se stocker simplement de manière contiguë dans la mémoire. Et donc on va rapidement comprendre que pour pouvoir allouer de la mémoire, eh bien tout simplement mon tableau va avoir besoin de plusieurs informations. Il va avoir besoin de savoir combien j'ai d'éléments dans mon tableau, et il va aussi avoir besoin de savoir de quel type sont les éléments de mon tableau, puisque l'on avait vu avec la fonction sizeOf déjà que tous les types en fait ne prennent pas la même place en mémoire. Un int va prendre 4 étagères par chiffre, un char va prendre une étagère, et donc tout simplement, il va falloir savoir combien d'étagères, ou combien en fait de places mémoire je vais devoir allouer. Alors naturellement, on va illustrer tout ça avec quelques exemples. J'aimerais juste continuer encore à vous donner quelques éléments sur les tableaux.
Le tableau, on va le voir ici, il peut contenir des types de base, c'est-à-dire que je peux avoir un tableau d'entier, un tableau de réel, un tableau de booléen ou un tableau de caractères. Mais on va voir qu'il peut aussi contenir des types personnalisés. Quand on fera de la programmation orientée objet, on va créer nos propres classes. Imaginons que nous travaillons dans une entreprise qui a des clients et qui a des fournisseurs. Il est fort probable qu'un jour on crée des classes fournisseurs et clients. Et comme on a créé des tableaux d'entiers, on va pouvoir créer aussi des tableaux de clients ou des tableaux de fournisseurs. Alors encore une fois, le C et le C++ sont d'excellents langages pour comprendre la gestion mémoire, parce qu'en fait, ils vont amener énormément d'éléments qui vont nous permettre de jouer justement sur cette allocation mémoire, là où dans d'autres langages de programmation, beaucoup de choses sont cachées. Je pense notamment au Python, en fait, où l'allocation mémoire est plutôt gérée par le langage. Alors le développeur peut l'influencer un petit peu, mais par contre, il n'a pas la main dessus comme il pourrait l'avoir en C ou en C++. Nous allons voir aussi que le tableau est très fortement lié à la notion de pointeur, et nous reviendrons dessus quand nous aborderons le chapitre sur les pointeurs. Je ne vais pas encore vous lancer trop d'informations d'un coup, mais on va s'apercevoir en fait qu'un tableau n'est finalement qu'un pointeur, et on va essayer de voir comment tout ça fonctionne. Alors comment je déclare un tableau? Déjà, quelle est la structure? Eh bien, je vous l'ai dit, il y a deux éléments primordiaux qu'il faut connaître lorsque vous déclarez un tableau. Il faut savoir combien le tableau a d'éléments, et quelle est la nature de ces éléments, quel est le type de ces éléments. À partir du moment où je sais que j'ai 10 entiers, eh bien je sais qu'en mémoire, je vais devoir réserver la taille nécessaire pour réserver en fait 10 éléments de type int. Et avec la fonction sizeof, on va vite comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc, il est possible de ne pas... j'ai un int t de 10, et je mets le 10 entre crochets, et donc je regroupe toutes ces informations-là. Int va me dire que j'ai un tableau qui contient des entiers, et entre crochets, je vais lui dire que j'ai 10 éléments. Donc, int t avec 10 entre crochets, ça veut tout simplement dire que j'ai déclaré un tableau de 10 éléments de type entier. Donc j'ai toutes les informations pour faire ma réservation mémoire. On va l'illustrer avec un petit exemple tout à l'heure, et puis on va vite comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors il est possible de ne pas indiquer la taille du tableau si on permet au compilateur de la déduire autrement. Alors par exemple, vous pouvez initialiser directement un tableau avec ces valeurs, c'est-à-dire que vous avez un tableau qui contient les valeurs 5, 6, 27, 2 et 3, et bien vous pouvez le dire dès la déclaration de la variable que ce tableau contient 5, 6, 27, 2 et 3. Vous déclarez donc un int t, tableau de type entier, on ne met rien entre les crochets, puisque le nombre d'éléments est déduit de l'initialisation, puisque je mets 5, 6, 27, 2 et 3, eh bien C++ va comprendre directement que j'ai mis 5 éléments dans mon tableau. Ce n'est pas la peine de le repréciser. On a encore deux petits mots-clés que l'on peut utiliser au niveau des tableaux, mais que l'on pourrait utiliser dans n'importe quelle variable. Alors le mot-clé statique, qui permet de déclarer un tableau une fois pour toutes avant le début de l'exécution du programme, ça veut dire en fait que le tableau ne sera pas redéclaré à chaque entrée de boucle. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien on peut imaginer de déclarer un tableau dans une fonction, et si on déclare ce tableau en statique, ça veut dire en fait que d'un appel à l'autre de la fonction, en fait on va utiliser le même tableau. Alors statique, on l'utilise par exemple pour savoir combien de fois on a exécuté une fonction. Vous déclarez une variable entière de type statique, et à chaque fois que vous rentrez dans la fonction, vous l'incrémentez de 1. Si vous ne la déclarez pas en tant que statique, eh bien ça devient une variable locale à la fonction, et une variable locale à la fonction en fait disparaît une fois que la fonction est terminée. Alors il est également possible de déclarer un tableau constant, et donc cette fois-ci les éléments ne pourront plus être modifiés après l'initialisation. Donc ça vous impose d'avoir une initialisation, ça vous impose de fixer les éléments du tableau, puisque vous ne pourrez plus les modifier par la suite. Ok, donc ça c'est deux petits mots-clés qui vont nous permettre de travailler sur les tableaux, mais c'est quelque chose que l'on avait déjà vu sur les variables classiques. Alors on va faire un petit peu de pratique maintenant, et on va essayer déjà de s'écrire un petit programme. Alors on va écrire un programme qui déclare un tableau de 20 entiers, donc de type int. On va essayer d'afficher le nombre d'octets nécessaires pour un entier. On va se remémorer combien est-ce qu'il faut allouer quand je veux en fait simplement sauvegarder un entier en mémoire. Puis on va essayer d'afficher la mémoire réservée pour le tableau en entier, et on va essayer de voir si effectivement il y a bien une corrélation entre la taille de l'entier, le nombre d'éléments, et la taille qui a été réservée en finale par le tableau en mémoire. Ok.
Et puis ensuite, on va tout simplement jouer un petit peu avec les valeurs et on va voir si on peut retrouver les valeurs que l'on a mis en place dans un tableau. Alors, ce que je vous propose de faire, effectivement, j'ai pris donc de l'avance, hein, j'ai mis en place un petit programme, je vais essayer de faire un petit peu plus grand. Voilà. Donc j'ai un petit programme qui s'appelle déclare.cpp. Est-ce que je peux encore faire un petit peu plus grand? Ouais. Voilà, ce sera un peu plus accessible. Donc j'ai simplement mis un main, hein, j'ai mis le IOStream à l'intérieur pour que je puisse échanger avec mon programme, au moins qu'il puisse me faire un affichage de ce que j'ai à mettre en place. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais déclarer un tableau de 20 éléments de type entier. Alors 20 éléments de type entier, eh bien ça s'écrit comme un int. J'ai donné mon nom de variable, alors je vais l'appeler t, hein, comme un tableau, et je vais lui dire que j'ai 20 éléments dans mon tableau. Voilà. Donc j'ai réservé en mémoire, en fait, quand j'écris cette instruction-là, eh bien, il y a 20 emplacements mémoire pour réserver des entiers qui ont été alloués dans mon meuble, donc les étagères ont été réservées, si vous voulez. Et donc simplement, on va essayer de retrouver un petit peu les données pour voir comment tout ça, ça a été réservé. Alors je vais simplement prendre un sizeof de int. Alors je vous rappelle que la fonction sizeof, en fait, elle me donne le nombre d'octets réservés en mémoire pour le type ou la variable que je passe en paramètre. Et je vais écrire de l'autre côté, en fait, quelle est la taille mémoire qui a été réservée pour le tableau. Alors mon tableau s'appelle T, voilà, et je vais simplement à la ligne. Donc première voie, on va voir en fait si effectivement la théorie que je viens d'expliquer, en fait, est-ce que ça correspond. Normalement, si ça correspond, ça voudrait dire que si j'ai la taille de mon int en nombre d'octets, et que je la multiplie par le nombre d'éléments, comme j'ai 20 int, je vais multiplier 20 fois la taille qu'il me faut en mémoire pour stocker un int, et je vais normalement avoir la taille qui a été réservée pour mon tableau. Alors je vais faire un g++ hein, de déclare.cpp, et je vais lui donner un nom qui est déclare.exe. Ah, je l'ai appelé délar. Ouais. Renommé déclare. Voilà. Alors, je vais lancer donc déclare.exe et en fait ça me donne les valeurs 4 et 80. Donc ça veut dire que sizeOfInt c'est 4, c'est-à-dire en fait que pour représenter un entier en mémoire, en C++, il me faut 4 octets. Donc on peut imaginer ça comme 4 étagères dans mon meuble. Et vous voyez que la taille de mon tableau, telle qu'elle a été réservée en mémoire, est de 80. Ce 80, bah, c'est tout simplement 4, la taille qu'il me faut pour réserver un entier, multiplié par 20, puisque j'ai un tableau de 20 éléments. Donc j'ai bien réservé 20 x 4, soit 80 octets de mémoire. Encore une fois, on peut le voir comme j'ai réservé 80 étagères contiguës. Voilà un petit peu pour vous montrer comment, en fait, derrière, la mémoire est allouée lorsque je déclare un tableau. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de comprendre un petit peu comment je peux accéder à des éléments. J'ai le droit, en fait, de créer un tableau, je l'ai dit, T2, et je ne vais pas spécifier cette fois-ci la taille, mais je vais laisser C++ la déterminer en fonction des éléments que je vais mettre à l'intérieur. Donc je vais mettre par exemple les éléments 5, 7, 8, 11, 17, 23. Voilà, que des entiers. Naturellement, si je mets les éléments dans mon tableau, il faut qu'ils coïncident avec le type que j'ai utilisé pour déclarer mon tableau. Si j'ai un tableau d'entiers, eh bien il faut que les valeurs soient entières également. Donc comment je peux accéder aux éléments de mon tableau? Eh bien tout simplement, je vais me rendre compte que j'ai un opérateur, l'opérateur crochet, que j'ai utilisé pour l'instant pour donner la taille de mon tableau. Eh bien je vais pouvoir le réutiliser et je vais pouvoir y mettre un indice. Alors là je vais mettre l'indice 0. L'indice 0 ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je vais récupérer en fait le premier élément de mon tableau. Alors pourquoi est-ce que l'indice est à 0 et pas à 1? Alors ça on a souvent en informatique. Et bien tout simplement parce que cet indice, c'est vrai que quand on commence à compter, normalement je compte à 1, 2, 3, 4, 5. Je commence rarement avec ma main à compter 0, 1, 2, 3, 4. Pourtant c'est ce qu'on fait en informatique. Pourquoi? Parce que cet indice en fait il correspond au nombre de décalages par rapport au début de la zone mémoire.
Tout à l'heure, en fait, on avait utilisé un tableau dans lequel on avait stocké les valeurs 2, 9, 8, 7, 11, 10, 12. Et j'avais dit en fait que t était simplement le début, la variable tableau était le début de mon tableau. Et donc t de 0, ça veut simplement dire en fait que je prends le début de mon tableau et je n'effectue aucun décalage. Je prends simplement l'élément qui est pointé depuis le début. Si j'ai par exemple t de 2, ça veut simplement dire que je prends... Non, j'avais t minuscule. Ça veut simplement dire que je vais dans ma structure tableau t, dès le début, et je vais faire deux décalages, donc deux décalages vers le bas, 1, 2, et je vais donc tomber sur l'élément 8. Ok, donc en fait, l'indice qui se trouve entre les crochets d'un tableau, c'est simplement le nombre de décalages par rapport au début de la structure tableau en mémoire. Et c'est pour ça que c'est important que le tableau soit stocké de manière contiguë dans la mémoire, puisqu'en fait, je sais que je vais récupérer simplement le prochain élément en allant chercher dans la prochaine étagère. Ok, donc on va essayer, on va afficher t de 0, pour s'en convaincre, on va aussi afficher t de 2, voilà, et on va lancer tout ça, et on va se retrouver effectivement avec 5 et 24, étant respectivement, 5 c'est le premier élément de mon tableau. Ah, j'ai mis t de 2. C'est t2 que je voulais mettre. Je me disais aussi, d'où sort cette valeur Alors là aussi, on va l'expliquer. Alors t2 de 2, vous voyez que t2 de 2, en fait j'ai la valeur 8, qui correspond bien à l'élément 2, puisque je commence à 0, 1, 2. Ok. Alors, ce que j'ai fait avant, j'ai simplement mis t, donc en fait c'est ce tableau que j'ai affiché, et j'ai fait t de 2, et ça m'a donné la valeur 24. Alors d'où sort cette valeur 24? Parce que pour l'instant, je n'avais pas mis de valeur dedans. Eh bien, tout simplement, t en fait a réservé un emplacement mémoire, mais pour l'instant, je n'ai pas initialisé les valeurs de t. Et donc, en fait, j'ai tout simplement gardé les valeurs qui étaient jusqu'à présent dans la mémoire. Donc, tant que vous initialisez pas votre tableau, eh bien, en fait, vous n'avez aucun contrôle sur ce que les zones mémoire, en fait, contiennent. Donc, c'est toujours une bonne idée, si jamais vous voulez utiliser un tableau, de l'initialiser, soit vous mettez que des valeurs 0 dedans, ou alors une valeur que vous contrôlez. Mais là, vous voyez que comme je ne l'ai pas initialisé, tout simplement, j'ai pris ce qui était en mémoire. Donc c'est probablement le résultat d'un autre programme, ou même de, je sais pas, de l'OS ou ce genre de choses, mais je peux avoir une valeur complètement aléatoire. Alors on peut se poser la question aussi, que se passe-t-il si je dépasse la capacité du tableau? Par exemple, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, et donc je devrais avoir les indices entre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je devrais avoir des indices entre 0 et 5. Ça voudrait dire que si je prends T2 de 17, par exemple, je ne suis plus dans mon tableau. Je suis hors de mon tableau. Alors normalement, je devrais avoir une erreur. On va le lancer, et j'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur, mais il m'affiche la valeur 0. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, comme je suis dans un tableau, je vais chercher les valeurs contiguës, et bien tout simplement, mon 17 a provoqué 17 décalages en mémoire à partir du début de t. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et il allait chercher une zone mémoire ici qui n'était plus dans mon tableau, mais qui est toujours une zone existante dans la mémoire. Alors ça, ce problème-là, c'est quelque chose qui peut vous amener des erreurs assez aléatoires. Moi, par exemple, ça m'a ramené la valeur 0 et ça n'a provoqué aucune erreur. C'est quelque chose qui aurait pu me provoquer très bien une erreur si jamais cette zone mémoire avait été bloquée par exemple, le système d'exploitation, par exemple Windows, ou par exemple par Visual Studio Code qui est ouvert, puisque ces programmes utilisent aussi une partie de la mémoire, eh bien ces programmes auraient très bien pu bloquer cette zone mémoire, et quand j'aurais voulu y accéder, j'aurais eu une erreur. Alors ça, ce sont des erreurs qui sont finalement très très difficiles à trouver, ces dépassements de capacité de tableau, parce qu'en fait, quand vous allez relancer votre programme, vous n'allez pas systématiquement avoir la même erreur à chaque fois. Donc, quand vous avez des erreurs qui ne se produisent pas tout le temps, quand vous n'arrivez pas à reproduire les erreurs, même avec les paramètres identiques, eh bien très souvent, c'est un problème en fait où vous allez taper dans la mémoire alors que vous n'avez pas le droit, ou alors que vous ne l'avez pas alloué. Et donc, c'est probablement, dans ce genre de cas, un dépassement en fait d'une capacité de tableau.
Donc voilà, c'est toujours très important de comprendre un petit peu comment marche la mémoire derrière, comment les choses sont mises en place, justement pour avoir de l'intuition quand on va vouloir résoudre certains problèmes. Alors on a déjà commencé à voir comment utiliser un tableau grâce à ces indices et à cet opérateur en fait crochet qui va me permettre de spécifier un indice et de me rendre directement à une valeur. Alors je peux utiliser cet opérateur autant en partie de gauche d'une affectation qu'une partie de droite, c'est-à-dire que je peux récupérer l'élément 0 de mon tableau T en faisant T de 0, mais je peux aussi modifier l'élément 0 de T en faisant T de 0 égale et mettre une valeur à l'intérieur. Alors ça c'est quelque chose aussi, je reviens sur cette notion d'indice, avec lequel on a un petit peu de mal au début quand on se met à programmer, et puis c'est quelque chose qui rentre assez vite dans une routine. Effectivement, le premier élément a toujours l'indice 0, et le truc pour s'en souvenir, c'est tout simplement que l'indice n'est pas le rang de l'élément, mais simplement il est le nombre de décalages mémoire à faire pour atteindre l'élément. Et donc le premier élément, il est directement pointé par la variable tableau, et donc je n'ai aucun décalage à faire. Ce qui fait aussi que le dernier élément du tableau n'est pas égal au nombre d'éléments, le rang n'est pas égal au nombre d'éléments, mais est égal au nombre d'éléments moins 1. Évidemment, si ma main qui a 5 doigts, je commence à compter avec 0, 0, 1, 2, 3, 4, j'arrive donc à 4 parce que j'ai inclus le 0, et donc, tout simplement, j'arrive en fait au nombre d'éléments moins 1 pour le dernier indice du tableau. Ok. Dernière chose qu'il faut faire attention avec les tableaux, il n'est pas possible de copier un tableau avec un opérateur d'affectation. Je ne peux pas tout simplement, si j'ai deux tableaux T1 et T2, je ne peux pas tout simplement dire T1 égale T2. Et on va s'apercevoir que même si vous essayez de taper ça en C++, eh bien en fait cela va vous provoquer une erreur. Il va falloir passer par une fonction dédiée pour faire une recopie de tableau. Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je reviendrai dessus sur la partie pointeur. Cela vient du fait en fait que vous travaillez avec des pointeurs et en fait une égalité serait simplement une égalité de pointeurs et ne serait pas une recopie de tableau. Alors on va encore pratiquer un petit peu et on va essayer de comprendre un petit peu maintenant comment accéder aux différents éléments d'un tableau et comment parcourir en fait un tableau. On va écrire un programme qui va déclarer un tableau de 10 entiers, donc ça on a vu maintenant comment le faire, hein. Et on va écrire une boucle for pour afficher tous les éléments du tableau. Donc ça c'est quelque chose que l'on va faire aussi, à partir du moment où tous les éléments sont rangés dans un tableau, eh bien je vais pouvoir la parcourir avec une boucle. Et c'est ce qui va m'empêcher justement, enfin c'est ce qui va plutôt me permettre d'écrire assez rapidement des petites fonctions qui vont faire des moyennes sur un tableau, même si le tableau contient énormément de données. En quelques lignes, cette fois-ci, je vais pouvoir calculer la moyenne, alors que si j'avais 365 variables, eh bien j'aurais mis beaucoup plus de temps. On va voir comment écrire notre boucle for, on va voir réfléchir aux conditions de départ, conditions de boucle et comment je vais au step suivant. Et on va essayer de se poser cette question aussi sur le nombre d'éléments. Mais maintenant, on a déjà un petit peu, on a déjà parlé un petit peu de ces éléments-là, donc normalement, ça ne devrait plus poser de problème. Alors, on va de nouveau prendre le Visual Studio Code. Je vais déclarer un new file que je vais appeler, par exemple, je vais l'appeler boucle cpp. Je vais reprendre juste le cartouche de base pour ne pas avoir à tout retaper. Et donc, qu'est-ce qui était dit dans l'énoncé? Eh bien, je vais déjà créer un tableau T1, de taille 10, et je vais mettre les éléments dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. J'ai mon tableau de 10 éléments. Alors effectivement, ce que j'ai dit, hein, c'est que le 10 ici est facultatif, puisque le C++ sinon le déterminerait à partir du nombre d'éléments. Bon, ça ne change rien, je peux le laisser comme ça. Ensuite, j'ai besoin d'une boucle for. Alors ma boucle for, elle va faire quoi? Je vais déclarer déjà un compteur, et ce compteur va de base prendre la valeur 0, puisque j'ai dit que ce que j'aimerais, c'est parcourir mon tableau par indice, hein, c'est-à-dire que dans le for, je voudrais pouvoir afficher T de I, c'est-à-dire que l'élément I de mon tableau. Alors, si je veux afficher le premier élément de mon tableau, ça je l'ai vu, eh bien il faut que I commence à 0, puisque le premier élément de mon tableau va être T de 0. Ok. Maintenant, pendant combien de temps je tourne là-dedans? Eh bien, je tourne tant que I est inférieur, en fait, au nombre d'éléments.
Quel est le dernier élément du tableau de 10? Eh bien, je vais commencer à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, je vais m'apercevoir que le dernier élément du tableau a l'indice 9. Donc tant que i est inférieur à 10, je vais continuer. Et comment je vais au step suivant? Eh bien, le premier élément, c'est 0, le deuxième doit être 1, le troisième doit être 2, et ainsi de suite. Donc à chaque tour de boucle, je vais juste ajouter 1 à i. Voilà. Donc on va essayer de voir si tout ça fonctionne. On compile notre fichier boucle.cpp dans un boucle.exe. Voilà, on va lancer notre boucle.exe. Et j'ai bien l'affichage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça marche. Donc vous voyez que maintenant, en fait, ça serait très facile de calculer une moyenne. J'aurais juste en fait à additionner tous les nombres, tous les éléments de t, et à le diviser en fait par la taille. Alors ce qui peut être intéressant aussi en termes de tableau, c'est que vous voyez que ici j'ai déclaré la taille du tableau 2 fois. J'ai déclaré le 10 ici, j'ai déclaré le 10 ici, et ce que l'on essaie de faire en fait en informatique, c'est de ne pas déclarer plusieurs fois des choses qui sont identiques. Pourquoi? Imaginez tout simplement que mon tableau, eh bien maintenant il a plus 10 éléments, il en a 15, donc je rectifie ici, je rajoute 5 éléments, et j'oublie en fait de le modifier dans la boucle. Eh bien j'aurais vraiment un problème, puisqu'en fait les 5 derniers éléments ne seraient pas pris en compte dans ma boucle. Alors de quelle manière je peux m'en sortir pour que ce soit un petit peu mieux? Eh bien je pourrais créer une constante de type entière dans laquelle en fait je mettrais la taille du tableau. Alors normalement les constantes pour les différencier des variables, on les écrit en majuscules. C'est une convention, hein, c'est pas quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'écrire les constantes en majuscules, mais effectivement comme ça on sait que quand quelque chose est écrit entièrement en majuscules, c'est une constante. Et donc tout simplement je déclarerai mon tableau à l'aide de cette constante, et cette constante je pourrais la réutiliser également dans mon tour de boucle. Ce qui fait que le jour où je passe mon tableau à 15 éléments, eh bien, mon tableau est déclaré à 15 éléments, et à chaque fois qu'il est utilisé dans une boucle, je passe directement à 15 éléments aussi. Donc, je modifie qu'à un seul endroit, et cette modification a des répercussions à chaque fois que la taille du tableau est utilisée. C'est quelque chose de beaucoup plus fiable que l'on risque moins d'oublier. Donc je vais remettre 10, et vous allez voir en fait que ça fonctionne exactement comme avant. Voilà. Donc c'est des petits trucs qui vous permettent par exemple de ne pas créer des incohérences dans votre programme en ne modifiant la donnée qu'à un seul endroit et en l'oubliant en fait complètement d'un autre côté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non. Simplement, effectivement, on peut jouer avec les size-of également pour retrouver le nombre d'éléments d'un tableau. Comment est-ce que ça marche? Tout simplement, pour récupérer la taille d'un tableau, je vais reprendre mon descriptif ici. Comment je pourrais récupérer la taille du tableau en ne connaissant que le tableau? La taille du tableau, je vais l'écrire là, je peux la récupérer grâce à la fonction sizeof. La fonction sizeof, si je fais le sizeof de t, je vais récupérer en fait combien d'octets j'ai alloué pour mon tableau t. Ok? Donc, combien j'ai alloué? Tout simplement, c'est la multiplication du nombre d'éléments par la taille de l'élément. Donc, si je divise la taille qui a été allouée par la taille qu'il me faut pour un élément, eh bien, je vais retrouver le nombre d'éléments. C'est un truc tout bête ce que je fais, hein. C'est que, en fait, c'est taille tableau est égal à taille d'un élément que multiplie le nombre d'éléments. Ok? La taille du tableau en entier, c'est la taille d'un élément fois le nombre d'éléments. Si je cherche le nombre d'éléments, et en fait, il suffit que le nombre d'éléments, c'est tout simplement la taille du tableau. Voilà. Et celui-là, je divise à gauche et à droite par la taille d'un élément. Ça veut dire que de ce côté-là, il disparaît. Et de l'autre côté, en fait, je récupère le nombre d'éléments, avec un S, hein, plusieurs, égale la taille du tableau, divisé par la taille d'un élément. Donc, la taille du tableau, je l'ai avec size of t, et la taille d'un élément, je vais simplement prendre le premier élément de t, hein, tout simplement. Maintenant, je sais comment y accéder. Et je vais donc récupérer, je vais faire un endel pour que ce soit plus joli. Je vais donc simplement
compiler ça, je vais récupérer la boucle, et vous allez voir que la taille du tableau est de 10. Effectivement, j'ai donc récupéré les 10 éléments de mon tableau en divisant la taille entière de mémoire allouée pour le tableau par la taille nécessaire pour un élément du tableau. Ok, ça marche. Donc on a bien fait le tour de comment utiliser un tableau en pratique. On l'a sauvegardé, on l'a utilisé. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va parler des tableaux à 2 dimensions. Et donc c'est très important qu'à cette étape-là, vous ayez bien compris déjà comment marchent les tableaux simples sur lesquels on vient de travailler jusqu'ici. Alors l'idée tout simplement c'est quoi? L'idée c'est tout simplement de dire qu'on va imaginer par exemple que j'ai un tableau T1 de 3 éléments. Alors il a 3 éléments qui sont 1, 2 et 3. Voilà. J'ai un deuxième tableau T2. T2. Non. Qui contient des éléments par exemple 4, 5 et 6. Voilà. Et j'ai un tableau T3. Voilà. Qui contient les éléments 7, 8, 7, 8 et 9. Et donc ce que je pourrais dire tout simplement, c'est que j'aimerais que ces 3 tableaux pour l'instant sont complètement indépendants. Et ce que j'aimerais en fait, c'est créer un espèce de tableau T4 qui contiendrait en fait en premier élément T1, en deuxième élément T2 et en troisième élément T3. Tout simplement. Donc, si jamais je remplace la valeur de T1 par ces éléments, la valeur de T2 par ces éléments, la valeur de T3 par ces éléments, je vais donc me retrouver avec T4 qui est égal à... Alors le premier élément c'est T1, donc je vais simplement reprendre T1. Hop. Le deuxième élément c'est T2, donc je vais simplement reprendre T2. Hop. Et le troisième élément c'est T3. Hop. Et je me retrouve en fait avec ce que l'on appelle un tableau à 2 dimensions. Un tableau à 2 dimensions, c'est donc tout simplement un tableau dont tous les éléments sont des tableaux. Et là, en fait, mon T4, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau qui contient 3 éléments. Voilà le premier, puis j'ai une virgule. Voilà le second, puis j'ai une virgule. Voilà le troisième, et j'ai terminé avec mon tableau. Et chacun des éléments est lui-même un tableau. L'élément 1 est un tableau de 3 éléments, l'élément 2 est un tableau de 3 éléments, l'élément 3 est un tableau de 3 éléments. Donc, ce qu'on a vu, tout simplement, c'est que si maintenant je cherche le premier élément de T4, le premier élément de T4, c'est celui-là. Ok? C'est le premier élément de T4, hein, c'est le premier élément, c'est celui qui est avant la virgule. Donc, le T4 de 0, c'est lui-même un tableau. Et si je veux chercher encore dans ce tableau-là, eh bien, je vais par exemple chercher dans T4 de 0, je vais chercher par exemple l'élément 2. Et bien T4 de 0, c'est ça. Et si je cherche encore l'élément 2 dans ce tableau, eh bien 1 est à l'indice 0, 2 est à l'indice 1, 3 est à l'indice 2. Donc je vais récupérer la valeur 3. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors pourquoi on a l'impression toujours que les tableaux à 2 dimensions sont un peu des grilles de bataille navale? Eh bien, tout simplement parce que le tableau que je viens de représenter, je pourrais lui donner encore une autre forme. Je pourrais tout simplement dire, voilà, j'ai mon T4, et T4 c'est un premier tableau qui contient 1, 2, 3, le deuxième tableau qui contient 4, 5, 6, et un troisième tableau qui contient 7, 8, 9. Et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que T4 de 0 finalement c'est la première ligne, T4 de 1 c'est la deuxième ligne, T4 de 2 c'est la troisième ligne. Donc en fait on pourrait tout simplement dire que le premier indice, ici, quand je fais une recherche, c'est tout simplement l'indice de colonne, de ligne, pardon, 0, 1, 2. Et le deuxième indice qui est ici, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher par exemple, une fois que j'ai pris la bonne ligne, eh bien je vais chercher, donc là j'avais pris la ligne 0, je vais chercher un élément directement dans la ligne, l'élément 2. Et bien en fait ça, on pourrait l'imaginer en fait comme une en-tête de colonne. Alors je vais juste leur donner une autre couleur.
Et donc tout simplement, l'élément que je cherchais jusqu'à maintenant, qui était l'élément 0, 2, eh bien c'est l'élément qui se trouve à la ligne 0 et à la colonne 2. L'élément qui se trouve à la ligne 0 et à la colonne 2. Alors, hop. Voilà, à l'intersection des deux, j'ai bien la valeur 3. C'est pour ça que on a différentes façons de voir un tableau à deux dimensions. On pourrait aussi l'imaginer comme une matrice avec des colonnes et des lignes où on chercherait l'intersection. Alors ça marche, on peut le voir comme ça pour les tableaux de dimension 2, tableau de dimension 3, encore à la limite, on aurait un volume. On n'arrive malheureusement plus à se le représenter si on arrive à des tableaux de dimension 4, 5, 6, 7 et au-delà. Ok. Alors on va essayer de voir aussi comment ça fonctionne, comment je peux déclarer un tableau à deux dimensions. Eh bien, la déclaration d'un tableau à deux dimensions va simplement, comme pour un tableau à une dimension, je vais devoir donner le nombre d'éléments, et là je vais encore devoir donner le nombre d'éléments de chacun des éléments du tableau. C'est-à-dire que quand je fais un int t50 17, ça veut tout simplement dire que j'ai un tableau d'entier de 50 éléments, dont chacun des éléments est un tableau de 17 éléments. Voilà. Alors par contre, ce sont que des entiers. Je n'ai le droit de stocker que des entiers. Alors, comme sur l'exemple que j'ai donné, T0, ça va être le premier élément du tableau. Ça va donc être un tableau de 17 éléments. Et T0 de 2, eh bien c'est l'entier qui a l'indice 2 du premier élément du tableau. Et donc il est naturellement aussi possible d'initialiser un tableau à deux dimensions, exactement comme on venait de le faire. Là j'ai déclaré un tableau T de dimension 2, 2, donc 2 lignes sur 2 colonnes, ou alors on peut le voir comme étant T est un tableau de 2 éléments qui sont chacun des tableaux de 2 éléments. Et donc là on peut créer par exemple la matrice 1, 2, 3, 4. Alors encore une fois, on va essayer de voir un tableau à deux dimensions en pratique. On va écrire un petit programme qui déclare un tableau de 10 sur 10, et à l'aide de deux boucles for imbriquées, on va stocker les résultats des tables de multiplication dans le tableau. Donc vraiment de 1 fois 1 jusqu'à 10 fois 10. Nous pouvons maintenant accéder aux résultats sans recalculer, et simplement à partir des indices du tableau. Ok, alors on va faire ça. Je vais reprendre mon petit éditeur. Voilà. Je vais faire un petit fichier qui s'appelle mult.cpp. Voilà. Je vais de nouveau reprendre l'entête un petit peu, je ne suis pas obligé de tout réécrire à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire une bonne pratique, puisque on va déjà déclarer la dimension de notre tableau. Je vais la mettre à 11. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai dit que les tableaux commencent à 0, avec un indice 0. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre la table de 0 dans le tableau. Alors ça n'a pas grand intérêt, mais ça va me permettre en fait d'avoir l'indice qui correspond en fait au nombre que j'essaie de multiplier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon tableau que je vais appeler ma table de multiplication, qui est un tableau de 11 éléments, et chacun de ces 11 éléments va avoir lui-même 11 éléments. Donc soit vous imaginez que ça comme ça, soit vous voyez que table en fait est en fait une matrice de dimension ligne, c'est-à-dire de 11 lignes sur 11 colonnes. Ok. Donc maintenant je vais devoir avoir une boucle qui va me dire tout simplement, je vais commencer à boucler i, donc je vais commencer à i égale 0. Je veux compter jusqu'à la table de 10, donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais m'arrêter quand i est inférieur à la dimension. Donc i est inférieur à la dimension. Ok. Puisque ma dimension c'est 11, je vais donc m'arrêter à 10. Je vais faire de 0 à 10. Et à chaque étape, je vais faire i++. Voilà. Puis je vais faire... Donc là, je vais parcourir les lignes. Il me faut maintenant aussi parcourir les colonnes. Et donc, je vais faire un int j égale 0, tant que j est inférieur à dimension. Et je vais faire en fait un j++ pour passer à l'étape supérieure. Et donc, je vais remplir ma table de multiplication. Et je vais dire que ma table à l'intersection entre la ligne i et la colonne j, voilà, et bien tout simplement, je vais y stocker le résultat de i fois j
le résultat de ma table de multiplication. Donc le premier tour de boucle, je vais calculer 0 fois 0, puis je vais calculer 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 3, et ainsi de suite. Puis j'aurai fait tous les j jusqu'à 10, et je vais reprendre donc avec i égale 1, et je vais faire 1 fois 0, 1 fois 1, 1 fois 2, et ainsi de suite. Et donc j'aurai stocké tous mes résultats. Pour voir si ça marche, tout simplement, je vais essayer de récupérer le résultat de ma multiplication. Alors on essaie par exemple une multiplication, je vais essayer 7 fois 8. Donc 7 fois 8, le résultat devrait se retrouver à l'intersection de la ligne 7 dans ma table et de la colonne 8. Alors est-ce que ça fonctionne tout ça? Normalement, n del, normalement ça devrait fonctionner. On va faire une compile sur mult.cpp et je vais donner le nom de mult.exe à la sortie. Mult.exe, je récupère 56, c'est bien le résultat de 7 fois 8. Donc maintenant, j'ai une table de multiplication qui a été chargée entièrement dans un tableau à 2 dimensions, et les indices, eh bien, je peux récupérer par les indices directement le résultat de la multiplication. Ok, tout ça, ça fonctionne, et ça nous a permis de voir comment, en fait, on peut parcourir également un tableau à 2 dimensions avec 2 boucles for imbriquées. Une qui fait varier le premier indice, qui fait varier les lignes, le deuxième qui fait varier le deuxième indice, qui fait varier les colonnes, et donc tout simplement je peux accéder aux différents éléments de mon tableau. Dernière chose que je voulais voir au niveau des tableaux, ça va plutôt être quelque chose qui va être destiné à ceux qui vont développer en C. Je vous rappelle en fait que le C, vous n'avez pas le droit d'utiliser les objets que l'on a à disposition en C++, et donc en fait il va falloir trouver une autre manière de gérer les chaînes de caractères. Je ne peux pas utiliser l'objet string, je ne peux pas l'intégrer, en fait je ne peux pas faire un include string en C, et donc en fait il me faut trouver un autre moyen. Et bien en fait, une chaîne de caractères finalement c'est quoi? Ça serait tout simplement un tableau, et à la place en fait de stocker des nombres, je stockerais simplement des caractères. Ce sera un tableau de caractères. Maintenant on sait comment développer comment initialiser, comment déclarer un tableau de n'importe quel type. Si j'ai besoin d'un tableau de caractères, je vais avoir un char C1, et je vais dire en fait de combien de caractères est composée cette chaîne de caractères. Alors ici je vais mettre 12, simplement, et ensuite je vais mettre quelque chose dedans. Alors je pourrais utiliser la description exactement comme je l'ai fait avec les chiffres. Je pourrais ouvrir la collade et mettre chaque caractère un à un. Sauf que le C nous permet aussi une façon un peu facilitée de gérer les chaînes de caractères. Je peux directement mettre ma chaîne de caractères entre double cotes et elle sera convertie automatiquement en tableau et stockée dans mon tableau. Donc c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en place. Pour les chaînes de caractères, il y a quelque chose de plus à savoir, c'est qu'il existe un caractère spécial qui est le \0. Et le \0 est un caractère qui indique en fait la fin d'une chaîne de caractères. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va reprendre notre mémoire, et cette fois-ci, en fait, on va avoir une chaîne de caractères, et on va imaginer, par exemple, que j'ai stocké coucou. Voilà. Et en fait, quelque chose qui n'est pas dit, mais qui va être fait automatiquement, c'est que là, on va se retrouver avec un caractère \0, qui va indiquer, en fait, qu'on est en fin de chaîne. Ok? Et donc, tout simplement, quand je vais vouloir afficher ma chaîne de caractères, eh bien, le langage de programmation va commencer là où démarre la chaîne, donc là, vers l'endroit mémoire vers lequel pointe la variable C, et va afficher tous les caractères jusqu'à ce qu'il rencontre un \0. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce \0 avec quelques petits exemples. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de prendre une chaîne de caractères, de prendre un Visual Studio. Allez, je vais faire chaîne.cpp. Voilà. Je vais faire chaîne.cpp. Et je vais de nouveau reprendre, comme toujours, je vais reprendre pour ne pas avoir à tout réécrire. Voilà. Et donc je vais créer tout simplement une chaîne de caractères que je vais appeler C. Je vais lui donner une taille de 12. Et je vais... Alors, coucou. Alors voilà, donc coucou à 6 caractères, j'ai déclaré un tableau de 12, tout simplement, c'est que j'ai réservé 12 emplacements et j'ai mis que
6 caractères à l'intérieur. Donc j'ai un peu surdimensionné, c'est pas grave. On va simplement afficher la variable C, donc mon tableau de caractères, et on va voir ce qu'il y a dedans. Ok, ça marche. Donc on va compiler. Je vais faire un G++, chaîne.cpp, chaîne.exe. J'ai oublié le tiret pot. Voilà, et je vais faire chaîne.exe. Et donc ça m'écrit coucou, très bien, il a bien compris comment stocker ma chaîne de caractères. Et là je me dis, 12 c'est peut-être un petit peu surdimensionné, hein. Là j'ai que 6 caractères, je vais en mettre que 6. Ok, donc là j'ai COU, et j'ai 6, et AO. C'est quoi le problème? J'ai déjà un petit problème que me signale Visual Studio Code. On va aller un petit peu plus loin, on va compiler, et on va essayer de voir ce qui se passe. Ah. Et il me dit quoi? Il me dit initializer string for char6 is too long. Et là, en fait, c'est un message où on pourrait un peu s'arracher les cheveux, parce que on se dit, j'ai déclaré un tableau de 6 caractères, et dans ce tableau de 6 caractères, j'essaie de mettre 6 caractères, donc j'ai largement la place, enfin j'ai pile poil la place, mais normalement je devrais pouvoir le stocker. Eh bien non, en fait c'est un petit problème, puisque je vous ai dit que, automatiquement, eh bien, le C++ va vous rajouter le caractère spécial qui est \0 à chaque fois que vous entrez une chaîne de caractères. Et là, comme j'ai que 6, eh bien, COU va prendre les 6 caractères et je n'aurai plus la place pour stocker le \0. Donc je suis toujours obligé de laisser une place en plus pour pouvoir stocker mon \0. Donc vous voyez que mon Visual Studio Code ne râle plus. Ici, je peux compiler maintenant. Et quand j'exécute, je vais effectivement récupérer ma chaîne coucou. Ok. Alors ça veut dire quoi ce \0? Ça veut dire que si je le mets à un moment donné dans ma chaîne, par exemple si je remplace ici le deuxième C de coucou par \0, voilà, et bien en fait, même s'il y a quelque chose derrière, au moment d'afficher ma chaîne, C++ le C, va partir sur la zone mémoire pointée par ma variable tableau, va faire COU, j'ai trouvé un \0, donc c'est que la chaîne est terminée. On va essayer de le faire. Donc on affiche ma chaîne coucou, et dans C2, alors je veux remplacer le premier C, alors c'est de nouveau une question d'indice, hein. Le grand C majuscule c'est indice 0, puis le O c'est indice 1, puis le U c'est indice 2, puis le C c'est indice 3. Donc à l'indice 3, je vais simplement mettre le caractère spécial \0. Et en dessous, je vais réafficher ma chaîne de caractères. Je vais sauvegarder. Je vais compiler. Et je vais relancer ma chaîne. Et vous voyez que cette fois-ci, ça ne m'écrit plus la deuxième fois que COU, puisqu'il a considéré ensuite, après COU, il a trouvé un \0. Et donc C a considéré tout simplement qu'il était arrivé au bout de la chaîne de caractères. Et donc il a arrêté de l'écrire. Même s'il y avait encore des caractères derrière. En termes de mémoire, en fait, on est sur quelque chose qui ressemble à ça. On a COU \0 OU, mais dès qu'il trouve le premier \0, il considère en fait qu'il est arrivé à la fin de la chaîne. Donc voilà un petit peu comment marchent les chaînes de caractères en langage C, et voilà un petit peu comment utiliser ce caractère spécial, ce \0 qu'on n'avait pas vu. On avait vu le \n qui était le retour chariot, on a eu le \t qui était la tabulation, et bien ça c'est un caractère spécial qui est utilisé pour la fin de ligne. Voilà, je vérifie juste que j'ai tout dit par rapport à ce que j'avais prévu. Effectivement, on a bien fait l'exemple concret en entier, on a bien compris comment marche la chaîne de caractères, comment elle est stockée en mémoire, et comment finalement on utilise ce \0. Alors cette première vidéo d'introduction au tableau, elle nous permet de comprendre énormément de choses, elle nous permet de comprendre comment sont stockés les éléments d'un tableau. On a vu que les éléments sont toujours stockés de manière contiguë, et la façon de stocker de manière contiguë fait qu'en fait, je n'ai besoin de retenir que le début du tableau, et comment je passe aux autres éléments? Et bien simplement en me décalant dans la mémoire. Donc en fait, un tableau est organisé physiquement dans la mémoire comme il a été déclaré. Et donc tout simplement, avec ces indices, eh bien, je vais pouvoir me déplacer d'un élément à un autre pour modifier un élément ou récupérer la valeur d'un élément. Du coup, je ne suis plus obligé de déclarer 365 variables, et si je dois faire une moyenne, il me suffit de boucler sur un tableau,
d'avoir un entier somme qui récupérerait toutes les valeurs de mes éléments et qui diviserait à la fin par la longueur du tableau. On a fait quelques expériences avec SizeOf qui nous permettaient de voir comment le tableau est dimensionné. J'espère que ça a été assez concret pour qu'on comprenne bien comment ça marche. On a ensuite vu comment les tableaux à 2 dimensions s'articulaient. Donc un tableau en 2 dimensions, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau dont tous les éléments sont des tableaux. Et si je veux aller plus loin, eh bien un tableau en 3 dimensions, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau dont tous les éléments sont des tableaux à 2 dimensions. Et un tableau à 4 dimensions, ce sont des tableaux dont tous les éléments sont des tableaux à 3 dimensions. Et ainsi de suite. Donc je ne vais pas les expliquer à chaque fois. Si vous avez compris le principe du tableau et du tableau à 2 dimensions, eh bien par extension, normalement, vous aurez compris tout le reste. On a vu aussi que les tableaux pouvaient gérer des chaînes de caractères, notamment en C, même si en C++, on a plus tendance à utiliser l'objet string, qui nous amène beaucoup plus de méthodes et beaucoup plus de propriétés et de contrôle sur la chaîne de caractères. Mais en C, j'ai pas le choix, je vais être obligé de passer par un tableau de caractères. Alors dans cette première vidéo, je vous ai malheureusement pas tout dit. C'est-à-dire que je vous ai pas parlé de pointeurs, et c'était parce que les pointeurs vont faire l'objet de la prochaine vidéo. Mais en fait, les tableaux sont des pointeurs et sont considérés comme des pointeurs par le langage de programmation. Et donc on va voir, dans une prochaine partie, qu'est-ce qu'un pointeur et comment on le décrit. Et donc on fera le lien également entre la notion de pointeur et la notion de tableau. Et on va voir en fait que les deux sont extrêmement liés. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir cette notion de pointeur et pour aller encore plus loin sur la compréhension des tableaux. À bientôt!